Bienvenue sur Next Class. Aujourd'hui, vous allez tout comprendre sur l'œuvre Vol de nuit. Courage, solitude, devoir, on plonge ensemble dans le roman bouleversant d'Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit. Pas besoin d'avoir lu le livre pour comprendre l'essentiel. En quelques minutes, tu découvriras l'histoire, les personnages, les grands thèmes et surtout le message fort que l'auteur a voulu transmettre. Installe-toi confortablement, boucle ta ceinture, décollage immédiat. Introduction rapide de l'œuvre. Vol de nuit est un roman qui nous plonge dans l'une des époques les plus fascinantes de l'histoire de l'aviation. Publié en 1931 par Antoine de Saint-Exupéry, ce livre nous transporte dans les années 1930, à l'aube de l'aviation commerciale moderne. L'auteur n'était pas un simple écrivain installé dans son bureau, mais un véritable pilote qui avait vécu ses aventures extraordinaires. Saint-Exupéry avait piloté les premières lignes postales aériennes, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, et il savait de quoi il parlait quand il décrivait les dangers du vol. Cette expérience personnelle donne au roman une authenticité saisissante qui nous fait ressentir le rugissement des moteurs et l'angoisse des nuits sans étoiles. L'époque était celle des pionniers, ces hommes extraordinaires qui ouvraient les routes du ciel avec des moyens dérisoires. Les avions de 1930 étaient des machines fragiles, aux instruments rudimentaires, mais ils représentaient l'espoir de révolutionner les communications mondiales. Imaginez un monde sans Internet, sans téléphone international fiable, où les nouvelles mettaient des semaines à traverser les océans. Dans ce contexte, l'aviation postale était une révolution comparable à celle d'Internet aujourd'hui. Chaque vol était un exploit technique et humain, chaque pilote un héros qui reliait les continents isolés. Vol de nuit appartient au genre du roman d'aventure philosophique, une catégorie littéraire qui mélange l'action palpitante et la réflexion profonde. Saint-Exupéry ne se contente pas de nous raconter une histoire d'aviation, il nous invite à réfléchir sur des questions fondamentales de l'existence humaine. Qu'est-ce qui pousse un homme à risquer sa vie pour son métier ? Comment concilier les exigences du progrès avec la valeur de la vie humaine ? Quelle est la place du sacrifice individuel dans l'avancement de l'humanité ? Ces questions traversent tout le roman et lui donnent sa dimension universelle. Les thèmes principaux du livre résonnent encore aujourd'hui avec une force surprenante. Le devoir y occupe une place centrale, non pas comme une contrainte imposée de l'extérieur, mais comme un engagement personnel envers une cause qui nous dépasse. Le sacrifice n'est pas glorifié pour lui-même, mais présenté comme la conséquence naturelle d'un choix de vie exigeant. La solitude traverse tout le récit, celle du pilote dans son cockpit comme celle des proches qui attendent au sol. Le progrès technique est montré dans toute son ambivalence, porteur d'espoir, mais exigeant un prix humain considérable. Enfin, la responsabilité pèse sur tous les personnages, qu'ils soient aux commandes d'un avion ou d'une compagnie aérienne. Ce qui rend Vol de nuit si captivant, c'est sa capacité à transformer un fait divers dramatique en épopée humaine. Saint-Exupéry possédait ce don rare de voir le sublime dans l'ordinaire, de déceler l'héroïsme dans les gestes professionnels les plus simples. Son écriture poétique transfigure la réalité technique de l'aviation en quête spirituelle, où chaque vol devient une aventure métaphysique. Le roman nous fait comprendre que les vrais héros ne sont pas forcément ceux qu'on célèbre dans les journaux, mais ces hommes et ces femmes qui accomplissent leur travail avec excellence, même quand personne ne les regarde. 2. Présentation des personnages principaux. Rivière incarne la figure du chef inflexible, mais sa dureté apparente cache une humanité profonde et une connaissance intime des réalités de l'aviation. Directeur de la compagnie de courrier postal, il règne sur son empire aérien avec une autorité qui peut paraître tyrannique au premier regard. Ses employés le craignent, ses pilotes le respectent sans toujours le comprendre, et pourtant cet homme dur porte sur ses épaules le poids de toutes les vies qui dépendent de ses décisions. Rivière sait que dans l'aviation des années 1930, la moindre négligence, le plus petit relâchement peuvent transformer un vol de routine en tragédie. C'est pourquoi il impose une discipline de fer, sanctionnant impitoyablement les retards, les erreurs de procédure, les écarts au règlement. Cette sévérité n'est pas de la cruauté, mais de la lucidité. Rivière a compris que l'indulgence peut tuer, que la complaisance est le premier ennemi de la sécurité aérienne. Il préfère être détesté par ses hommes plutôt que de les voir mourir par sa faute. Quand il punit un pilote pour un retard mineur, ce n'est pas par sadisme, mais parce qu'il sait que cette négligence apparemment bénigne peut créer une habitude dangereuse. Rivière sacrifie sa popularité sur l'autel de l'efficacité et de la sécurité. Il incarne le devoir dans sa forme la plus pure et la plus exigeante, celui qui oblige à des choix douloureux mais nécessaires. Derrière cette façade autoritaire se cache un homme conscient de ses responsabilités écrasantes. Rivière porte le deuil de chaque pilote perdu, mais il ne peut se permettre de le montrer. Il sait que ces hommes ont besoin d'un chef fort, inébranlable, qui ne laisse jamais transparaître ses doutes. Cette solitude du commandement est l'un des aspects les plus tragiques du personnage.
Rivière est condamné à l'isolement par ses fonctions, privé des consolations de l'amitié et de la compassion que ses subordonnés peuvent s'offrir entre eux. Il doit être le roc sur lequel tous peuvent s'appuyer, même quand lui-même vacille intérieurement. Fabien représente la jeunesse courageuse face à l'aventure et au danger. Ce pilote incarne tous ces aviateurs des années 1930 qui ont ouvert les routes aériennes au péril de leur vie. Fabien n'est ni un inconscient ni un téméraire, mais un professionnel qui connaît parfaitement les risques de son métier et les accepte par passion pour l'aviation et par sens du devoir. Il fait partie de cette génération exceptionnelle qui a vécu la transition entre l'âge des pionniers et celui de l'aviation moderne. Pour lui, voler n'est pas seulement un métier, mais une vocation, qui donne un sens à son existence. Ce qui frappe chez Fabien, c'est sa capacité à transformer la routine dangereuse en moment de grâce. Chaque vol est pour lui une nouvelle découverte, une communion avec les éléments et avec sa machine. Il connaît son avion comme un cavalier connaît sa monture, capable de déceler la moindre vibration anormale, le plus petit changement dans le comportement des instruments. Cette intimité avec la technologie est caractéristique de l'époque héroïque de l'aviation, où les pilotes devaient être à la fois des techniciens accomplis et des aventuriers intrépides. Fabien possède cette double compétence qui faisait la valeur des aviateurs de sa génération. Sa relation avec sa femme révèle la dimension humaine de ces héros de l'aviation. Fabien n'est pas un surhomme détaché des contingences terrestres, mais un homme amoureux qui connaît le prix de ses choix. Il sait que chaque vol peut être le dernier, que chaque au revoir à sa femme pourrait être définitif. Cette conscience aiguë de la fragilité de l'existence donne une intensité particulière à ces moments de bonheur terrestre. Fabien vit pleinement parce qu'il sait que la mort rôde autour de chaque vol et cette proximité constante du danger aiguise sa perception de la beauté du monde. Pellerin occupe une position unique dans l'univers du roman, celle de l'homme qui fait le lien entre le ciel et la terre. Contre leur radio, il passe ses nuits à écouter les messages des pilotes isolés dans l'obscurité, à suivre leur pérégrination à travers les continents. Pellerin connaît tous les pilotes, par leur voix, leurs habitudes, leurs petites manies radiophoniques. Il est le confident invisible de ces hommes qui affrontent seuls les éléments déchaînés. Sa radio est le dernier lien qui relie les pilotes au monde des vivants, le fil tenu qui permet aux pilotes de ne pas sombrer dans la folie de la solitude absolue. Le rôle de Pellerin illustre l'importance de la solidarité dans l'aventure aérienne. L'aviation des années 1930 n'était pas seulement l'affaire des pilotes, mais de toute une équipe où chacun avait sa part de responsabilité dans le succès ou l'échec des missions. Pellerin représente tous ces hommes de l'ombre qui ont contribué à l'épopée de l'aviation sans jamais quitter le sol. Sa vigilance constante, sa connaissance intime des routes aériennes et des dangers qu'elles recèlent en font un personnage essentiel de cette aventure collective. L'épouse de Fabien, bien qu'apparaissant peu dans le récit, incarne une dimension fondamentale de l'expérience humaine face au danger et à l'aventure. Elle représente l'amour qui attend, qui espère et qui souffre dans l'ombre des exploits héroïques. Son angoisse silencieuse nous rappelle que derrière chaque héros se cache souvent une femme qui partage ses risques sans partager sa gloire. L'épouse de Fabien symbolise tous ses proches qui vivent l'aventure par procuration, qui connaissent la peur sans connaître l'ivresse du danger surmonté. Sa présence discrète mais poignante dans le roman souligne la dimension sacrificielle de l'amour conjugal face aux grandes aventures humaines. Elle aime Fabien assez pour accepter ses choix, même quand ses choix mettent en péril leur bonheur commun. Cette acceptation douloureuse révèle une forme d'héroïsme différent, mais aussi admirable que celui des pilotes. L'épouse de Fabien nous montre que l'aventure et le progrès ont un coût humain qui dépasse largement celui qui prend les risques directs. 3. Contexte de l'intrigue. L'action de Vol de nuit se déroule en Amérique du Sud, continent que Saint-Exupéry connaissait intimement pour y avoir piloté les premières lignes aériennes postales. Cette région du monde offrait dans les années 1930 un terrain d'expérimentation idéal pour l'aviation naissante, avec ses immenses étendues sauvages, ses conditions météorologiques extrêmes et ses défis géographiques considérables. La Patagonie, la cordillère des Andes, les plaines infinies de l'Argentine constituaient un véritable laboratoire grandeur nature où les pionniers de l'aviation testaient les limites de leurs machines et de leur courage. L'idée révolutionnaire des vols de nuit représentait un pari technologique et commercial audacieux. En effet, faire voler des avions dans l'obscurité totale, sans les aides à la navigation moderne, relevait de l'exploit pur et simple. Mais l'enjeu commercial était considérable, car ces vols nocturnes permettaient de gagner une journée entière sur l'acheminement du courrier par rapport aux moyens de transport traditionnels.
Une lettre expédiée d'Europe vers l'Amérique du Sud pouvait ainsi arriver avec 24 heures d'avance, ce qui représentait un avantage concurrentiel décisif dans le monde des affaires de l'époque. Les compagnies aériennes qui organisaient ces liaisons dangereuses étaient de véritables pionnières de l'aviation commerciale moderne. Elles expérimentaient des procédures, des techniques de navigation et des méthodes d'organisation qui serviraient plus tard de base à l'aviation civile internationale. Ces entreprises prenaient des risques énormes, tant sur le plan technique que financier, car chaque avion perdu représentait un investissement considérable dans une époque où les budgets étaient limités et les assurances inexistantes ou très restrictives. Les risques météorologiques constituaient l'ennemi numéro 1 de ces vols nocturnes. Sans satellite météorologique, sans radar, sans prévision fiable, les pilotes partaient littéralement à l'aveugle dans des conditions atmosphériques imprévisibles. Les orages tropicaux pouvaient surgir en quelques minutes, transformant un vol paisible en cauchemar. Les vents violents déportaient les appareils de leur route, les obligeant à naviguer aux instruments dans des turbulences épouvantables. Le brouillard pouvait descendre soudainement, privant les pilotes de tout repère visuel et les contraignant à voler uniquement aux instruments, technique encore balbutiante à l'époque. La technologie primitive de ces années héroïques ajoutait encore aux dangers naturels. Les moteurs d'avion étaient peu fiables, sujets aux pannes inopinées qui pouvaient contraindre un pilote à un atterrissage d'urgence en pleine nuit dans un terrain inconnu. Les instruments de bord se limitaient au strict minimum, altimètre, boussole, indicateur de vitesse, quelques cadrans de contrôle moteur. Pas de pilote automatique, pas de GPS, pas de radio de navigation sophistiquée. Le pilote devait compter essentiellement sur son expérience, son intuition et sa connaissance intime de sa machine. L'isolement total des pilotes pendant ces vols nocturnes représentait peut-être le défi psychologique le plus redoutable. Seul dans son cockpit, coupé du monde par l'obscurité et le rugissement de son moteur, l'aviateur devait lutter contre l'angoisse, la fatigue et parfois la panique. Les communications radio étaient sporadiques et peu fiables, souvent interrompues par les conditions atmosphériques. Le pilote pouvait passer des heures sans aucun contact avec le sol, livré à lui-même face aux éléments déchaînés. Cette solitude extrême exigeait des qualités psychologiques exceptionnelles. Sang-froid, détermination, capacité à prendre des décisions rapides dans l'urgence. Les conditions de vol de ces pionniers n'avaient rien de commun avec le confort et la sécurité de l'aviation moderne. Les cockpits étaient ouverts ou sommairement fermés, exposant les pilotes au froid glacial des hautes altitudes et aux intempéries. L'équipement de survie se limitait au strict minimum et un atterrissage forcé dans une région déserte pouvait facilement se transformer en tragédie. Les cartes étaient imprécises, les balises au sol inexistantes ou défaillantes, obligeant les pilotes à naviguer principalement à l'estime et aux repères géographiques qu'ils pouvaient distinguer dans la nuit. Malgré tous ces dangers, ces hommes extraordinaires acceptaient ces conditions extrêmes parce qu'ils avaient conscience de participer à une révolution historique. Ils savaient qu'ils ouvraient les routes du ciel pour les générations futures, qu'ils posaient les jalons de l'aviation commerciale moderne. Cette conscience de faire l'histoire donnait un sens profond à leur sacrifice et transformait leur métier en mission quasi sacrée. Chaque vol réussi était une victoire de l'humanité sur les éléments, chaque nouvelle route ouverte était un pas vers un monde plus connecté et plus solidaire. 4. Résumé de l'intrigue. L'histoire commence dans l'atmosphère tendue d'un aéroport sud-américain où se préparent les vols de nuit qui assureront la liaison postale entre les continents. L'ambiance est celle d'une opération militaire, avec des procédures strictes, des vérifications minutieuses et cette gravité particulière qui accompagne les entreprises dangereuses. Fabien effectue ses derniers préparatifs avant le décollage, vérifiant une dernière fois ses instruments, consultant les maigres données météorologiques disponibles, s'imprégnant mentalement de son itinéraire à travers la Patagonie hostile. Ces moments de préparation révèlent la conscience aiguë qu'ont tous ces hommes des risques qu'ils s'apprêtent à courir. Le décollage de Fabien marque le début d'une aventure qui va progressivement tourner au cauchemar. Au début, tout se déroule normalement, selon les standards de l'époque. L'avion s'élève dans la nuit claire, laissant derrière lui les dernières lumières de la civilisation pour s'enfoncer dans l'immensité obscure du continent sud-américain. Fabien navigue aux étoiles et aux rares repères lumineux qui ponctuent son parcours, villages isolés ou installations industrielles qui scintillent faiblement dans la nuit. Cette phase initiale du vol donne au lecteur une idée de la beauté austère et dangereuse de l'aviation nocturne,
où la moindre lumière au sol prend une importance vitale. Les premières heures de vol se déroulent dans une atmosphère de routine professionnelle, teintée d'une certaine poésie. Fabien communique régulièrement sa position par radio, échange quelques mots techniques avec les stations au sol, ajuste sa route en fonction des vents et des conditions météorologiques observées. Son avion se comporte bien, les moteurs ronronnent régulièrement, les instruments donnent des indications rassurantes. Cette période de grâce permet à Saint-Exupéry de déployer son talent descriptif pour nous faire partager l'ivresse unique du vol nocturne, cette sensation de liberté absolue qui compensait tous les dangers de l'aviation pionnière. Progressivement, cependant, les conditions météorologiques commencent à se dégrader de manière inquiétante. Les premiers signes sont subtils, un changement dans la direction du vent, une modification de la pression atmosphérique, l'apparition de nuages menaçants à l'horizon. Fabien, avec l'expérience de l'aviateur chevronné, perçoit ces signaux d'alarme et commence à adapter sa stratégie de vol. Il modifie légèrement sa route, change d'altitude pour éviter les zones de turbulence, resserre sa surveillance des instruments. Cette phase de montée de la tension illustre parfaitement la précarité de l'aviation des années 1930 où les conditions pouvaient basculer en quelques minutes. La situation se détériore brutalement lorsque Fabien se trouve confronté à une tempête d'une violence extraordinaire. Les éléments se déchaînent autour de son fragile appareil avec une fureur qui dépasse tout ce qu'il a pu connaître auparavant. Les vents contraires ralentissent sa progression, les turbulences malmènent dangereusement sa machine, la pluie battante réduit la visibilité à zéro. Fabien lutte avec l'énergie du désespoir contre ces forces naturelles démesurées, multipliant les manœuvres pour maintenir son avion en vol et conserver le cap vers sa destination. Cette lutte inégale entre l'homme et la nature constitue l'un des passages les plus saisissants du roman. La perte progressive des repères plonge Fabien dans un isolement de plus en plus angoissant. Les phares au sol disparaissent dans la brume, les communications radio deviennent sporadiques, puis s'interrompent complètement. Fabien se retrouve seul avec ses instruments défaillants dans un monde hostile où tous les points de référence habituels ont disparu. Cette désorientation progressive illustre l'un des cauchemars les plus redoutés des pilotes de l'époque. Se retrouver complètement perdu dans la nuit, sans moyen de navigation fiable, avec des réserves de carburant qui s'amenuisent inexorablement. Pendant ce temps, au sol, l'angoisse monte dans les bureaux de la compagnie aérienne. Rivière et Pellerin suivent avec une inquiétude croissante l'évolution dramatique du vol de Fabien. Les derniers messages reçus laissent présager le pire, mais ils restent impuissants face à cette tragédie qui se joue des centaines de kilomètres de leur base. Cette impuissance des hommes au sol, face au drame qui se déroule dans le ciel, ajoute une dimension particulièrement poignante au récit. Rivière, malgré toute son autorité et son expérience, ne peut rien faire d'autre qu'attendre et espérer. L'épouse de Fabien vit ses heures d'attente dans une angoisse indisible. Sans nouvelles précises de son mari, elle devine intuitivement que quelque chose de grave est en train de se passer. Cette attente dans l'ignorance relative constitue l'un des aspects les plus cruels de la condition des familles de pilotes de cette époque héroïque. Les femmes et les enfants de ces aventuriers du ciel partageaient leurs risques sans partager leur gloire, vivant dans la peur constante de voir un jour leur banner anéanti par un télégramme laconique annonçant une disparition. Les ultimes communications entre Fabien et le sol révèlent toute la tragédie de la situation. Le pilote fait preuve d'un courage et d'un sang-froid admirables, continuant à transmettre des informations techniques précises, même quand la situation devient désespérée. Ces derniers échanges radio illustrent parfaitement l'esprit de ces pionniers qui conservaient leur professionnalisme jusqu'au bout, même face à la mort imminente. Fabien ne se plaint pas, ne dramatise pas sa situation, mais continue à faire son métier de pilote jusqu'à la dernière seconde. La disparition finale de Fabien et de son avion dans l'obscurité constitue le climax tragique du roman. Les communications s'interrompent définitivement, les recherches entreprises immédiatement restent vaines, l'avion et son pilote se sont volatilisés dans l'immensité hostile de la Patagonie. Cette disparition brutale, sans témoin, sans trace, illustre la précarité de l'existence humaine face aux forces de la nature et aux défis techniques de l'époque. Malgré cette tragédie, Rivière prend la décision courageuse et controversée de maintenir les vols de nuit. Cette décision, qui peut paraître cynique au premier abord, révèle en réalité la grandeur tragique du personnage et sa compréhension profonde des enjeux historiques de l'aviation. Rivière sait que l'arrêt des vols condamnerait définitivement le projet et rendrait vain le sacrifice de Fabien. En maintenant les liaisons aériennes, il transforme la mort du pilote en étape nécessaire vers un progrès qui bénéficiera à l'humanité entière. 5. Analyse des grands thèmes. Le devoir occupe une place absolument centrale dans Vol de nuit. Mais il ne s'agit pas d'un devoir imposé de l'extérieur par une autorité arbitraire.
Saint-Exupéry nous présente une conception noble et exigeante du devoir, comprise comme un engagement personnel envers une cause qui transcende les intérêts individuels immédiats. Fabien accomplit son vol nocturne non parce qu'on l'y oblige, mais parce qu'il a conscience de participer à une œuvre collective qui dépasse sa propre existence. Ce devoir librement consenti donne un sens profond à sa vie et transforme son métier dangereux en véritable vocation. Rivière incarne une autre facette du devoir, celle du responsable qui doit prendre des décisions difficiles pour le bien commun. Sa sévérité apparente cache en réalité un sens aigu de ses responsabilités envers ses pilotes et envers la mission historique de l'aviation. Quand il sanctionne impitoyablement les négligences, c'est par devoir envers tous ceux dont la vie dépend de la rigueur des procédures. Quand il maintient les vols de nuit, malgré la tragédie, c'est par fidélité à l'idéal qui anime toute l'entreprise. Ce devoir du chef, solitaire et incompris, constitue l'une des formes les plus pures de l'engagement moral. Le sacrifice, dans Vol de nuit, n'est jamais présenté comme un idéal en soi, mais comme la conséquence naturelle et acceptée d'un choix de vie exigeant. Fabien sacrifie sa sécurité, et finalement sa vie, non par goût morbide du danger, mais parce qu'il a choisi de servir une cause qui exige ce prix. Son sacrifice n'est pas vain, car il contribue à l'avancement de l'aviation et ouvre la voie aux générations futures de pilotes. Saint-Exupéry nous montre que les grandes œuvres humaines exigent souvent des sacrifices individuels, mais que ces sacrifices trouvent leur justification dans le progrès collectif qu'ils permettent. Le sacrifice de Rivière est d'une nature différente, mais tout aussi réel. Il sacrifie sa popularité, sa tranquillité d'esprit et ses sentiments humains naturels sur l'autel de l'efficacité et de la sécurité. Il accepte d'être incompris et détesté pour remplir sa mission de chef responsable. Ce sacrifice silencieux et quotidien illustre une forme d'héroïsme moins spectaculaire que celle des pilotes, mais tout aussi méritoire. L'épouse de Fabien sacrifie quant à elle sa sérénité conjugale en acceptant les choix dangereux de son mari, montrant que l'héroïsme a souvent des prolongements invisibles dans l'intimité des foyers. La solitude traverse tout le roman comme un thème obsédant qui révèle la condition humaine face aux défis extraordinaires. Fabien expérimente la solitude absolue du pilote perdu dans la nuit, coupé de tout contact avec ses semblables, confronté aux éléments déchaînés avec ses seules ressources personnelles. Cette solitude extrême révèle paradoxalement la grandeur de l'homme capable de surmonter l'isolement par la force de sa volonté et de son professionnalisme. La solitude devient ainsi non pas un obstacle, mais un révélateur des qualités humaines les plus nobles. Rivière connaît la solitude du commandement, celle du responsable qui doit prendre des décisions impopulaires sans pouvoir partager ses doutes avec ses subordonnés. Cette solitude du chef illustre le prix que paient ceux qui acceptent les responsabilités les plus lourdes. Elle montre aussi que l'autorité véritable naît souvent de l'acceptation de cette solitude inhérente aux fonctions de direction. Pellerin vit la solitude de l'homme de liaison, témoin impuissant des drames qui se jouent dans le ciel, confinant des derniers messages des pilotes en détresse. La progression technologique apparaît dans Vol de nuit sous un jour ambivalent qui reflète la lucidité de Saint-Exupéry face aux transformations de son époque. L'aviation représente indéniablement un progrès formidable qui va révolutionner les communications mondiales et rapprocher les peuples. Les vols de nuit constituent une étape décisive vers l'aviation commerciale moderne qui changera la face du monde. Saint-Exupéry nous montre comment ces innovations techniques ouvrent des possibilités inédites et élargissent considérablement l'horizon des activités humaines. Cependant, ce progrès exige un prix humain considérable que l'auteur ne cherche jamais à dissimuler. Chaque avancée technique se paie en vie humaine. Chaque nouvelle route aérienne ouverte coûte des sacrifices que l'histoire officielle tend parfois à oublier. Saint-Exupéry rend hommage à ces pionniers anonymes qui ont payé de leur vie les progrès dont nous bénéficions aujourd'hui. Il nous rappelle que le progrès n'est jamais automatique ni gratuit, mais qu'il résulte toujours de l'engagement et du courage d'hommes et de femmes exceptionnels. L'ambivalence du progrès technique apparaît dans Vol de nuit dans la relation complexe entre l'homme et la machine. Les pilotes de vol de nuit entretiennent avec leurs avions une relation d'intimité et de confiance qui contraste avec notre époque de standardisation technologique. Fabien connaît son appareil comme un artisan connaît ses outils, capable de déceler la moindre anomalie par des signes imperceptibles. Cette symbiose entre l'homme et la technique révèle une époque où le progrès technique gardait encore une dimension humaine et artisanale. La mort plane sur tout le récit de Vol de nuit, mais elle n'y est jamais présentée comme une fatalité morbide ou comme un fin en soi.
Saint-Exupéry nous montre une mort acceptée comme un risque professionnel inévitable, mais transfigurée par le sens que lui donnent ceux qui l'affrontent. La mort de Fabien n'est pas vaine, parce qu'elle s'inscrit dans une entreprise collective qui la dépasse et lui donne une signification historique. Cette vision de la mort illustre la capacité humaine à transformer même les événements les plus tragiques en étapes vers un progrès bénéfique pour l'humanité. L'acceptation de la mort par les pilotes révèle une forme de sagesse et de maturité qui force l'admiration. Ces hommes ont fait le choix lucide de pratiquer un métier dangereux en pleine connaissance des risques encourus. Ils ne sont ni inconscients ni suicidaires, mais des professionnels qui ont pesé les enjeux et accepté les conséquences de leur choix. Cette acceptation consciente du danger transforme leur mort éventuelle en sacrifice consenti, plutôt qu'en accident aveugle du sort. 6. Conclusion, message de l'auteur. Cette conception démocratique de l'héroïsme, accessible à tous ceux qui exercent leur métier avec passion, rigueur et sens du devoir, confère à Vol de nuit une portée universelle. Saint-Exupéry nous rappelle que la grandeur ne réside pas uniquement dans les actes spectaculaires ou les victoires éclatantes, mais aussi, et surtout, dans la persévérance silencieuse, la maîtrise patiente et le don de soi au service d'une mission. À travers l'histoire de Fabien et de ses compagnons, il invite le lecteur à réfléchir sur la valeur du travail bien fait, sur le sens de la responsabilité et sur la dignité humaine face à l'adversité. Vol de nuit devient ainsi non seulement un récit d'aventure, mais aussi une méditation sur la condition humaine, sur ce que signifie vivre avec courage et fidélité à ses engagements, même dans les ténèbres de la nuit.